Bienvenue sur toutes sortes d'histoires. Avant de commencer, une précision. C'est une histoire vraie. Si cette histoire vous touche, pensez à laisser un mot gentil dans les commentaires. Maintenant, installez-vous, respirez profondément et écoutez. Je m'appelle Amélie. J'avais un fils unique, Mathias. Il était ma raison d'être, mon trésor, ma compagnie dans les jours gris. Il y a 2 ans, Mathias est mort. On m'a remis un rapport d'autopsie, une crise d'anémie, un accident tragique dans la piscine publique. Je l'ai enterré. J'ai pleuré jusqu'à ce que je ne sache plus comment fermer mes yeux. Je suis une mère célibataire. J'ai connu des difficultés, des peines qui n'appartiennent qu'aux gens qui apprennent à vivre avec de l'absence. Avec Mathias, j'avais cru que le monde gardait encore une part de douceur. Puis la terre s'est effondrée sous mes pieds. Les premières semaines, je ne dormais pas. Les nuits se succédaient, identiques. Le silence, la vaisselle froide et le souvenir de son rire. Mais 7 mois après l'enterrement, quelque chose d'imprévu est arrivé, une nuit qui a tout renversé. J'étais dans mon lit, mon téléphone à la main. Je somnolais devant des vidéos sans penser à rien. Derrière moi, la télévision diffusait un film. Une voix d'homme en parlait, comme un discours intérieur. Je ne faisais pas attention, jusqu'à ce que j'entende mon nom de famille prononcé, puis Tata Sandrine. Je voulais me retourner, mais mon corps n'obéissait pas. La paralysie du sommeil m'a clouée. Je pouvais plus bouger, cette sensation, un poids sur la poitrine, l'incapacité de bouger, je la connaissais. J'ai voulu crier Jésus, comme je le fais toujours quand la peur m'étreint. Mais une autre voix, douce et féminine, m'a murmuré « Laisse-toi faire. Écoute, j'ai obéi. » Et puis la voix de Mathias est arrivée. Ce n'était pas une hallucination, pas uniquement une image. C'était comme si la télévision parlait pour lui. Il a dit des choses que mon cœur ne voulait pas entendre. « Maman, je ne suis pas mort comme tu le crois. Elle m'a retenue au fond de l'eau. C'est Sandrine. » Ces mots m'ont traversé comme un couteau chaud. Je ne vous cache pas la terreur. J'ai essayé de pleurer, d'appeler, mais il m'a supplié de rester silencieuse, de tout écouter. Sa voix était lointaine, entrecoupée, comme un mauvais signal télé. Puis un bruit fort a couvert tout, et je me suis réveillée en hurlant le nom de Jésus. La télé était éteinte. Il était 4 heures du matin. Avant de m'assoupir, elle était allumée, j'en étais sûre. Et le lendemain, la télévision est tombée en panne. 2 jours plus tard, le réparateur l'a remise en marche. Après cette nuit, je n'ai plus fermé l'œil correctement. Les larmes revenaient inlassablement. Qui allait me croire? Ma famille me regardait comme une femme brisée qui cherchait une excuse. Seule ma petite sœur, Claire, a tenu ma main. Nous avons consulté un prêtre. Il a pris cela très au sérieux et m'a donné un programme de prières à écrire et à poser près de mon oreiller pendant 13 nuits. J'ai obéi, par espoir et par désespoir. Mais tout ne venait pas des prières. D'autres choses se sont mises en marche, comme si le silence se fendait. Un matin, Léo, le meilleur ami de Mathias, est venu me voir. Il m'a dit quelque chose d'étrange. Il n'avait pas vu la patronne de Mathias pendant les veillées. Patronne? Je n'étais au courant de rien. Mon fils avait-il travaillé pour quelqu'un? Léo m'a raconté comment Mathias avait rencontré une femme au parcours de sport qui lui avait demandé si lui et ses amis étaient coachs. Il avait pris sa carte, puis avait été engagé comme chauffeur. Il n'en avait rien dit à personne. Cette femme, d'après Léo, était très brune. Mon cœur a connu un mélange de soulagement et d'appréhension. Peut-être ce n'était pas Sandrine, peut-être. Mais la nuit où je l'ai entendue à la télévision, l'accusation était claire. J'ai continué les prières. Au 16e jour, j'ai rêvé. Ma maison, la porte, Mathias qui m'appelle de l'extérieur. Personne. À la place, Sandrine, adossée au mur, le regard vide. Elle tenait une lettre de pardon et en tête, la photo de Mathias. Dans le rêve, quelqu'un m'a empêché de signer. Je me suis réveillée en sursaut. Peu après, j'ai appris que Sandrine était hospitalisée. Je suis allée la voir, avec Claire. La chambre était sombre. Sur une chaise, une femme brune manipulait son téléphone. Sandrine dormait, tournée vers le mur, un signe qu'on redoute. La femme brune est partie avant que Sandrine ne se réveille.
J'ai senti quelque chose se nouer en moi. Était-ce la même femme que Léo avait décrite? Quand Sandrine a finalement ouvert les yeux, elle a parlé. Elle a pleuré, puis elle a avoué. Elle a dit appartenir à une loge puissante, et qu'elle avait participé à des pratiques où l'on utilisait des jeunes forts et en bonne santé. Elle a reconnu avoir figure dans un plan qui a mené Mathias vers une situation dangereuse. Elle a dit qu'elle avait place une autre femme sur son chemin, une femme qui n'était pas simplement une cliente de sport. Sandrine a raconté une scène qui m'a fait perdre l'air. Mathias, retenu dans un meuble, humilié, contraint par des adultes qui l'avaient instrumentalise. Elle a dit que le rituel collectif avait pris une tournure terrible. Je ne veux pas entrer dans des détails crus. Ce que je peux dire, c'est que Mathias avait été manipulé, utilise, et qu'un enchaînement de gestes et d'intentions l'amène à un endroit où il a disparu. Sandrine a pleuré en disant que les prières que je faisais avaient touché certains éléments du rituel et qu'elle, surprise et effrayée, avait fini par confesser. Elle a refusé de me donner le nom de la femme brune, prétendant que c'était dangereux. J'ai perdu le contrôle. Je l'ai frappée au visage à l'hôpital, ce que j'ai regretté tout de suite. On m'a retenue. J'étais une mère qui voulait des réponses, et la vérité se dérobait encore. Claire et moi avons interrogé Léo de nouveau. Il s'est effondré et nous a livré davantage de détails. Mathias lui avait confié qu'on avait voulu l'emmener loin, qu'il avait découvert des clauses dans un contrat qu'il n'avait pas bien lu. Un contrat qui, selon la femme, l'autorisait à des choses inacceptables. Il l'avait de menacer de le faire taire, de le briser. Il avait résisté, puis repris contact pour partir, mais la suite, nous la connaissons trop bien. Je vous épargne le sordide. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. La vérité n'est jamais un éclair instantané. Elle s'avance par fragments, par aveux sous la douleur, par rêves et coïncidences. Pour moi, la vérité est arrivée comme une lame, lente, implacable. J'ai poursuivi les prières. J'ai cherché un initié, comme je l'avais dit. Pas pour la vengeance, mais pour comprendre. Claire et moi avons aussi essayé de rassembler des preuves, des témoins. Chaque pas vers la lumière m'écrasait autant qu'il me libérait. Il y a eu des moments d'espoir, des indices, des aveux, des larmes. Il y a eu des nuits où la voix de Mathias me revenait comme un chant, et d'autres fois où je me retrouvais face à un mensonge organisé, à la peur sociale qui protège les puissants. Je ne vais pas vous dire que la justice est venue et que tout s'est réglé. Ce serait faux. Mais je peux vous confier ce que j'ai gagné de plus précieux, la certitude que je n'ai pas trahi la mémoire de mon fils en me taisant. J'ai posé des questions, j'ai demandé qu'on m'explique, j'ai insisté. Et parfois, l'insistance d'une mère suffit à faire trembler des murailles. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous. La vérité peut surgir de la nuit la plus noire. Et quand elle arrive, elle ne vient pas toujours sous la forme qu'on espère. Elle vient parfois par des rêves, des aveux inopinés ou des mains qui se délient sous la peur. Si vous êtes dans une situation similaire, cherchez du soutien. Parlez à une personne de confiance, à un membre de votre communauté ou à un professionnel. Si vous êtes en détresse en ce moment, appelez les services d'urgence ou une ligne d'écoute dans votre pays. Merci d'avoir écouté, n'oublie pas de vous abonner toutes sortes d'histoires.